Les tirailleurs, c'est 23. Attention, t'as intérêt à bien, Ouais, que ce soit bien clair. t'as intérêt à bien régler ton appareil, hein. T'as intérêt à portage. Non, ça me fatigue tout ça. On dira avec la chaleur. Garde à vous. Présentez. Hum. Repos. Reposez. Hum. Repos. Monsieur le préfet de région Bourgogne, monsieur le ministre, député et président du Conseil général, monsieur le sénateur, monsieur le maire de Vier-le-Duc, messieurs les dignitaires de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite, messieurs les conseillers généraux, monsieur le sous-préfet, mon colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la région Bourgogne, mesdames, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques instants est consacrée à la mémoire des 37 maquisards tués lors de la bataille du 10 juin 1944. Aujourd'hui, 8 juin 1944, 2014, cet hommage revêt une importance particulière puisque nous commémorons le 70e anniversaire de cet événement. À l'heure où nous avons les derniers témoins présents de cette tragique bataille, j'ai l'honneur de vous informer que notre cérémonie a reçu l'homologation du 70e anniversaire par l'Office national des anciens combattants, illustré par le logo qui se trouve devant moi. En ce qui concerne le déroulement de la cérémonie, celle-ci va se dérouler en 2 temps. Inauguration d'un panneau commémoratif et ensuite hommage aux morts. Nous allons procéder à la levée des couleurs. Garde à vous. Présentez. Hum. Attention pour les couleurs. Envoyez. Reposez. Hum. Depuis 4 ans, le comité du monument de la forêt de Châtillon s'est efforcé de trouver les photographies des 37 maquisards inscrits sur ce monument. Un nom, un visage. C'est ce que j'ai souhaité pour ce 70e anniversaire. C'est ainsi que nous allons, dans quelques instants, découvrir ces visages sur ce panneau commémoratif qui sera apposé au dos du monument. À la fin de la cérémonie, une copie de ce panneau sera distribuée à l'ensemble des participants de cette journée commémorative du 70e anniversaire. Maintenant, j'invite M. Pascal Maillot, préfet de la région Bourgogne, M. le ministre François Sauvadet, député et président du Conseil général, M. Nicolas Schmitt, maire de Vier-le-Duc, à venir avec moi pour le dévoilement de ce panneau.
l'annonce des noms des communes, les maires, les enfants déposeront un œillet devant ce panneau commémoratif. Ces œillets sont le symbole de l'amour et de la passion fidèle pour la patrie. Enfin, le nombre d'enfants accompagnant le maire représente le nombre de maquisards morts pour la France, issus de ces communes. Nous allons commencer par la commune d'Aizé-sur-Seine. La commune de Beauchamp en Saône-et-Loire, représentée encore une fois par la commune d'Aizé-sur-Seine. La commune de Bellan-sur-Ours, représentée par la commune de Brion-sur-Ours. Commune de Brion-sur-Ours. Commune de Bassé. Commune de Busseau. Commune de Champson. Commune de Chatou en Saône-et-Loire, représentée par la commune de Champson. Commune de Chemin d'Aizé, représentée par la commune de Naux-sur-Seine. La ville de Châtillon-sur-Seine.
La commune d'Étrochet. La commune de Grancey-sur-Ours. La commune de Mézay-le-Duc. La commune de Naux-sur-Seine. La commune de Riel-les-Eaux. La commune de Vanvay. Et pour terminer, la commune de Villers-le-Duc. Nous allons procéder à l'appel des morts. Après l'appel de chaque nom, je vous demande de répondre « Mort pour la France ». L'appel des morts va être fait par Madame Maria Leloup. Deschamps Albert. Mort pour la France. Noireau Roger. Mort pour la France. Hervieux Jean. Mort pour la France. Chevelot Marcel. Mort pour la France. Fournier Jacques. Mort pour la France. Lamy Henri. Mort pour la France. Tesson Albert. Mort pour la France. P. Lucien. Mort pour la France. Parpette Henri. Mort pour la France. Everard Albert. Mort pour la France. Galoni Léon. Mort pour la France. Juillet Roger. Mort pour la France. Milleville Gilbert. Mort pour la France. Vermenot Louis. Mort pour la France. Gomez Jean. Mort pour la France. Renaud Georges. Mort pour la France. Mathieu Joachim. Mort pour la France. Ollier Gaston. Mort pour la France. Chartier Guy. Mort pour la France. Marcel. Mort pour la France. Drouin Philippe. Mort pour la France. Gauthier Robert. Mort pour la France. Lemonnier Jacques. Mort pour la France. Petit Marcel. Mort pour la France. Robert Paul. Mort pour la France. Tabernereau Manuel. Mort pour la France. Ramoussin Albert. Mort pour la France. Magnès Alfred. Mort pour la France. Cartalade Pierre. Mort pour la France. Bortoluzzi Antoine. Mort pour la France. Denisio Émile. Mort pour la France. Petit Raymond. Mort pour la France. Bredel René. Mort pour la France. Galimardet Henri. Mort pour la France. Jaubert René. Mort pour la France. Osaer Roger. Mort
Mort pour la France. et Parotti Marcel. Mort pour la France. Reposez. Am. Repos. La parole est à Madame Nathalie Joly, présidente départementale de l'Association du souvenir de la Résistance. Monsieur le préfet de région, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, chers amis, je vous remercie de votre présence en ces lieux, si chargés d'émotions et de souvenirs. Bien sûr, les circonstances qui nous rassemblent font partie d'une histoire de plus en plus ancienne. Les témoins de cette époque se font de plus en plus rares. Mais la reconnaissance de la nation reste et doit demeurer toujours aussi vive. Perpétuer le souvenir, c'est les remercier du bien le plus précieux qu'ils nous ont légué, à nous qui profitons chaque jour des bienfaits de la liberté. Ici, le vent de la révolte a grondé. Vous avez fait partie de ces hommes qui se sont battus. À travers vous, nous rendons aussi hommage à tous vos camarades tombés dans les combats. Tous ces hommes s'appelaient courage. Cette terre châtillonnaise est celle de femmes et d'hommes attachés aux valeurs démocratiques et républicaines, amoureux de la France, prêts à combattre pour la liberté, pour la dignité, pour l'égalité, qui ont accepté de donner jusqu'à leur vie pour libérer leur patrie du joug nazi. Car c'est bien d'un combat pour la liberté dont il s'agissait face à une idéologie d'oppression et de servitude. Les résistants sont parfois très jeunes. Ils vont mourir. Mais ce qu'ils incarnent est invincible. Ils ont dit non. Non à la fatalité. Non à la soumission. Non au déshonneur. Non à ce qui rabaisse la personne humaine. Et ce non continuera d'être entendu bien après leur mort, parce que ce non, c'est le cri éternel que la liberté humaine oppose à tout ce qui menace de l'asservir. Il faut mettre en perspective les événements, les faits de cette période avec des notions éthiques telles que l'engagement, le refus, le devoir, l'honneur, ces valeurs que l'on a parfois tendance à oublier et qui, dans des situations de crise grave, révèlent les capacités d'hommes et de femmes à se battre parce que ces valeurs font leur dignité et celle de leur nation. Ces valeurs, nous devons les garder et les transmettre, notamment aux jeunes générations, si nous voulons en faire des hommes et non pas de grands enfants. Oui, nous avons le devoir de leur transmettre, à notre tour, cette idée de l'homme que les générations passées nous ont léguée et au nom de laquelle tant de sacrifices ont été consentis. Cette mémoire, qui ne doit pas s'éteindre avec le départ définitif des témoins de cette époque, nous devons sans cesse la cultiver, tant les idéaux humanistes de concorde, de tolérance, de paix sont fragiles, comme malheureusement nous le montre l'actualité chaque jour. Les commémorations ne sont pas un acte de plus dans cette culture de la mémoire. Elles sont un engagement essentiel de civisme. Ces cérémonies, telles que celles que nous vivons aujourd'hui, doivent permettre aux jeunes de réfléchir, de comprendre la nécessité de se souvenir et de prendre conscience des grands défis humanistes qui se dressent régulièrement devant les peuples au fil du temps. Ils doivent s'approprier les valeurs que nous partageons, qui sont celles des droits et des devoirs de l'homme, qui sont celles de la République. Ces valeurs ne sont pas dépassées, ne sont pas d'un autre siècle. Elles sont le creuset du vivre ensemble, dans la liberté, dans le respect de l'autre, dans la fierté de son pays, dans la citoyenneté assumée. La défense de la liberté, de la dignité de tous, la promotion de la fraternité dans ce monde du chacun pour soi et du moi d'abord constituent les combats d'aujourd'hui.
Ce devoir de mémoire serait vain s'il n'était qu'un rituel, un discours obligé. Il ne s'agit pas de glorifier des héros sans nous poser la question qui vaille. Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire aujourd'hui? Non pour leur ressembler, mais pour que leur sacrifice rende meilleure notre société. Notre conception de la vie serait pauvre si nous croyons que la guerre abolie, les occasions manquent aux hommes d'exercer et d'éprouver leur courage dans l'Europe créée sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le courage, c'est de se donner aux grandes causes, c'est de ne pas subir la loi du mensonge qui passe, c'est de toujours chercher l'intérêt général, c'est de ne jamais se mettre en position d'être du côté des bourreaux. Le courage, c'est de chercher la vérité, c'est de vouloir non pas de l'ordre pour l'ordre, mais un ordre juste, un ordre social plus fraternel. Le courage, c'est d'avoir pour ambition le respect pour chacun et la justice pour tous. Si nous faisons preuve d'un peu de ce courage, l'idéal de la résistance, un monde sans peur et sans haine, sera préservé. Pensons à tous ces enfants épris de liberté, qui aimaient la vie, à toutes celles et tous ceux qui partirent dans l'action, fidèles à l'esprit de liberté. Pensons au courage dont il faut faire preuve à l'instant où tout bascule, à l'instant du choix suprême, choisir entre sa vie, celle de ses compagnons, savoir que plus jamais on ne reverra sa famille, ses enfants. Ce courage, tous les résistants en ont fait preuve. Alors oui, faisons preuve d'un peu de courage, loin des roulements de tambour, pour nous montrer dignes du sacrifice de ceux qui sont tombés dans un même combat, pour un même idéal, la liberté, l'égalité, la fraternité, la France. Ces 37 maquisards ont affirmé leur idéal. Sachons nous souvenir de leurs actions. Soyons fidèles à leur idéal de paix et de liberté. Nous devons nous maintenir le souvenir du sacrifice de ces maquisards et transmettre aux générations qui nous suivent cette leçon de courage donnée par toutes celles et tous ceux qui voulaient simplement vivre libres. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre François Sauvadet, député et président du Conseil général. D'abord, Monsieur le préfet de région, Monsieur le préfet de la Côte d'Or, merci de votre présence. Mesdames, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le sénateur, conseillers généraux, les maires, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, mon colonel aussi, commandant la région de gendarmerie, que je tiens à saluer. Mes chers amis, chaque année, nous nous retrouvons tous ici pour commémorer la tragédie qu'ont vécue les 37 hommes qui sont tombés lors de la bataille de la forêt de Châtillon-sur-Seine. Mais cette année, 70 ans après, cela prend un sens particulier. Quelques jours après les célébrations du D-Day, vécues, vous les avez tous vues avec intensité, en présence de tous les chefs d'État des puissances coalisées sur les plages de Normandie. Nous avons tous vu, entendu ces témoignages bouleversants de ceux qui, venus d'outre-Atlantique, retrouvaient leurs frères d'armes. Et c'est d'abord à tous ces combattants que nous rendons hommage, à tous ces hommes, ces femmes qui ont bravé la peur, le feu, pour arracher la liberté. Ces hommes et ces femmes qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, ont tout laissé pour partir au combat. Et au pied de ce monument, c'est une émotion particulière qui nous étreint. Elle nous étreint de manière particulière parce que pour la première fois, je veux féliciter Jean-Michel Mars et tous les membres du comité, pour la première fois, nous avons face à nous les visages, oui, les visages des 37 maquisards qui sont tombés dans la forêt de Châtillon. Ils sont là, devant nous, figés pour l'éternité. Le plus jeune, je veux le rappeler ici, avait 16 ans. 14 d'entre eux avaient 20 ans ou moins. 20 ans ou moins. Les mots nous manquent à nous qui ressentons au plus profond de nous-mêmes
face à ce drame, l'impuissance à l'empêcher. Nous ne pouvons pas exprimer, nous qui n'avons pas connu la guerre, les souffrances qu'ils ont vécues. Pour exprimer l'indicible. Mais nous savons en tout cas une chose, c'est ce que nous leur devons, ce que nous vous devons. Et les premiers mots, je les adresse à vous les anciens combattants, à vous les familles qui avaient perdu un être cher, brutalement, tragiquement arrachés à votre affection par la folie guerrière. Ils étaient des fils, des pères, des voisins, des cousins, des amis, ils étaient nous. Et tous furent abattus ou fusillés sommairement pour avoir fait un choix définitif, un choix radical, un choix intégral, celui de ne pas subir, pour reprendre les mots du maréchal de Lattre de Tassigny. Notre grand poète Charles Péguy, mort dans les premiers jours de la Grande Guerre, voici 100 ans de cela, a écrit de belles et fortes phrases, si fortes et si belles pour magnifier cet engagement que je souhaite vous les rappeler. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour aux quatre coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Oui, disons-le haut et fort, la guerre elle est terrible. La guerre elle est terriblement injuste lorsqu'elle vient frapper sans discernement des peuples entiers et faucher comme ici des vies à peine commencées. Mais ce qui donne tout son sens et sa force à leur combat, à votre combat, comme le disait Péguy, ce qui donne sa force, c'est que ce combat était juste. Un combat pour le ciel, un combat pour la liberté de notre peuple. Ces 37 victimes symbolisent le refus de rester spectateurs de ces temps de ténèbres, où l'inhumain côtoyait le quotidien jusqu'à se confondre avec lui. Ils ont refusé l'arbitraire, ils ont refusé les représailles aveugles, ils ont refusé les trains chargés de déportés, ils ont refusé la souillure, la compromission, la bassesse, la haine. Ils incarnent la volonté qu'ont eu nos compatriotes de se relever du traumatisme de juin 40 qui a précipité certains dans la résignation, l'égoïsme. Ils incarnent ce cri, d'abord étouffé mais censé s'amplifier, un cri de résistance, un cri de liberté. Ce cri, c'est celui des étudiants qui manifestèrent le 11 novembre 40. C'est le serment de la colonne Leclerc à Couffroy en 41. C'est celui du commandant Honoré d'Estienne d'Orbe face au peloton d'exécution au Mont Valérien cette même année-là. C'est le cri de victoire de soldats de Bir Hakeim en 42, de Monte Cassino en 44, qui ouvrirent aux Alliés les portes de Rome. Ce cri, c'est aussi le silence de Jean Moulin face à ses tortionnaires en 43, celui de Pierre Brossolette en 44, c'est celui des martyrs du Vercors, ou le sourire encore de ce résistant, inconnu de ses bourreaux à l'heure de l'exécution. Oui, ces 37 hommes sont l'extraordinaire incarnation des martyrs de la résistance. Je ne veux pas revenir sur les circonstances de ce drame. Chacun les connaît. Les témoins encore présents peuvent aujourd'hui encore en témoigner. Et chacun sait bien que, en ce mois de juin 1944, l'ennemi, les nazis, étaient aux abois. Les temps du triomphe étaient bel et bien placés. Pour autant, c'était un ennemi qui demeurait redoutable. Et dans l'hiver 43-44, ce fut une hécatombe. Les hommes de la résistance, parfois traqués, souvent mal armés, affamés, ont dû puiser dans leur foi inébranlable dans l'avenir la passion qui fondait leur combat de Français libres. Malgré la délation, malgré la torture, malgré la vengeance aveugle, ils ont écrit de grandes pages de notre histoire, comme cette épopée tragique du martyre des Glières, de janvier à mars 1944, menée par le lieutenant Tom Morel, qui en fit ce résumé avant d'être assassiné, sublimant tout ce que le maquis possédait de noble tradition, il éleva les hommes au-dessus d'eux-mêmes. Oui, le rôle de la résistance, il faut le redire ici au pied de ce monument, était un rôle essentiel. Elle a su se mobiliser pour répondre au général de Gaulle, qui de Londres avait appelé à ce que l'action menée sur les arrières de l'ennemi soit conjuguée aussi étroitement que possible avec celle que mènent de front les armées alliées françaises. Cet appel est entendu, relayé ici même, et le capitaine Jacques a organisé le rassemblement, donné l'ordre aux maquisards de se retrouver, de se mobiliser en grand nombre. Je le dis, je ne reviendrai pas sur les épisodes qui ont conduit à ce drame, pour ne retenir qu'une chose,
C'est la force de l'engagement de ces 300 patriotes et la tragédie que cela fut, avec, dès le 7 juin 1944, la mort vers Belan, au lieu des Méseaux, de 2 jeunes de la vallée de l'Ours, tombés sous les balles allemandes, alors qu'ils répondaient à l'appel. Tragédie aussi pour Roger Ozaher, tombé en panne avec son camion rentrant après l'heure du camp, de la forêt, et qui fut tué tragiquement. Puis ce 10 juin 1944, la bataille de la forêt de Châtillon. Beaucoup de maquisards trouvèrent leur salut, mais plusieurs d'entre eux ont été pris et sauvagement exécutés sur le lieu même de leur capture. C'est ce destin qu'ont connu ces 37 hommes, qui trouvèrent la mort. Moyenne d'âge, 24 ans. Et ce 10 juin aussi s'écrivait ici l'une des premières pages de la libération de la Côte d'Or, qui s'acheva le 12 septembre 1944 avec la jonction à Naux-sur-Seine de 2 unités de Français libres, la 2e DB et la 1re division de Français libres. D'ailleurs, ce rôle de la résistance a été reconnu par le commandant suprême des forces alliées, le général Eisenhower, qui avait dit sans détour, au travers de toute la France, la résistance française a été d'une valeur inestimable durant la campagne. Sans leur grande assistance, la libération de la France aurait pris beaucoup plus de temps et nous aurait coûté beaucoup plus de pertes. La Côte d'Or a pris une part active à ce mouvement. Elle a payé un lourd tribut. 317 internés, 962 déportés, 489 ne sont pas rentrés, 190 résistants tués au combat, 237 fusillés. Ils sont notre mémoire, mais aussi ils sont l'honneur de notre nation. Car comme le disait Bernanos, l'honneur d'un peuple appartient aux morts, les vivants n'en sont que l'usufruit. Ils sont allés rejoindre ces 37 hommes, tous ceux qui ont combattu, les poilus de la Grande Guerre, ceux qui en Indochine, en Afrique du Nord, sont allés accomplir leur devoir, là où la République leur a demandé d'aller. Mes chers amis, commémorer, ce n'est pas simplement se retrouver pour se souvenir. Commémorer, c'est interroger notre histoire pour en lire l'actualité. C'est transmettre cette histoire aux jeunes générations, pour leur rappeler que le combat pour les libertés est un combat permanent. Et que ce combat n'est pas le combat des autres, c'est le nôtre. Il appartient à chacun d'entre nous. Et il nécessite plus que tout et d'abord du courage. C'est cela le message que nous délivre la vérité de l'histoire. Et notre devoir, c'est de rappeler à nos jeunes que tant de misères, tant de blessures, qu'on aurait pu croire béantes et qu'on aurait pu croire béantes pour l'éternité, elles ont fait émerger ces blessures un idéal nouveau, de concorde. Les combattants d'hier ont eu non seulement le courage de combattre, mais ils ont eu le courage de se tendre la main. Imaginez, mes chers amis, que moins de 6 ans après la fin de la guerre, après tous ces drames vécus, dans une Europe qui pensait encore ses plaies, déchirée par le rideau de fer, menacée par le totalitarisme communiste, un nouveau cri s'est fait entendre, celui de la fraternité entre les peuples. Ces peuples qui n'avaient cessé de se faire la guerre des siècles durant, un cri du bien commun partagé et de la défense collective des libertés fondamentales. En 1951, c'est à cette époque qu'a été signé le traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier et du dodécaédron. Les ennemis d'hier sont devenus le pivot de la construction européenne, instaurant une période de paix durable, jusque-là inconnue de nos deux pays, tirant ainsi les leçons douloureuses de l'histoire. Oui, je veux le dire ici, 70 ans après, le combat des 37 martyrs de la forêt de Châtillon n'a pas été un combat vain. Il nous a assuré la paix, il nous a assuré la liberté, et c'est cela qui fait l'actualité du message qu'ils ont laissé au printemps de leur vie. L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse, disait André Malraux. Oui, rappelons ici au pied de ce monument qu'il n'y a pas de destin pour une nation dans le renoncement ou le repli, qu'il n'y a pas d'avenir pour un peuple sans engagement personnel et sans conscience aiguë que l'avenir dépend de chacun d'entre nous, de notre capacité à refuser les extrémismes d'où qu'ils viennent. Du pied de ce monument, je le dis aussi, adressons à nos soldats, ceux qui défendent aujourd'hui encore, partout dans le monde,
ces valeurs au nom de la France, nos soldats engagés hier en Afghanistan, au Liban, en Côte d'Ivoire, en Libye, aujourd'hui au Mali, en Centrafrique, aux 642 qui ont perdu la vie depuis 1963. Nous réaffirmons ici, au pied de ce monument, que la grandeur d'un pays comme la France, c'est de rester engagé partout où c'est nécessaire pour la défense des libertés. Car, croyez-moi, l'histoire sanctionne toujours tragiquement et impitoyablement ceux qui font d'autres choix que celui du courage. Voilà l'héritage que nous a laissé et que nous laissent les 37 victimes de la tragédie de la forêt de Châtillon. Que vive la République, que vive la France. La parole est à Monsieur le préfet de région Bourgogne, Monsieur Pascal Maillot. Monsieur le ministre, président du Conseil général, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires, conseillers généraux, mon colonel, mesdames et messieurs, et je pense en particulier aux familles des maquisards. Le 10 juin 1944, près de 70 ans jour pour jour, 37 résistants tombaient dans la forêt de Châtillon sous les balles de l'ennemi nazi. L'histoire des maquisards du Châtillonnais est bien davantage qu'une histoire de combattants. C'est l'histoire d'un mythe, c'est l'histoire d'un drame, l'histoire de la liberté, celle de la tragédie. Avec vous, aujourd'hui, nous revivons la réalité dramatique du sort de ces hommes. Avec vous, j'ai vu ce monument où chacun de leurs noms est désormais gravé. J'ai vu ces visages de maquisards engagés dans le combat pour la liberté. J'ai vu cette forêt où ils furent fusillés, leurs yeux nourris d'espoir à ne jamais oublier. J'ai lu l'histoire de cette bataille qui a parcouru le temps de l'histoire. J'ai entendu les cris et le bruit des fusils qui résonnent à jamais dans tous les esprits. J'ai saisi la détresse du maquisard face à une mort sournoise. Mais aujourd'hui, par-dessus tout, j'ai perçu une conscience, la conscience du résistant qui s'est élevé face au nazisme, la conscience de celui qui dit non à la défaite, non à la capitulation, non à la collaboration, oui à la France. L'histoire des maquisards de la forêt de Châtillon, c'est l'aventure d'une lutte fraternelle. Le souvenir de ces frères est inscrit dans nos cœurs. Depuis près de 3/4 de siècle, le comité du souvenir de la forêt de Châtillon célèbre chaque année un lieu emblématique du monde libre et perpétue la mémoire de ces hommes inconnus qui, par leur détermination, leur héroïsme, leur opiniâtreté, ont donné sens au mot résistance. Ils étaient près de 500 rassemblés dans la forêt de Châtillon ce matin du 10 juin 1944. Que faisaient-ils ici? Londres avait annoncé quelques jours auparavant l'imminence du débarquement. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. À l'écoute de ces vers, guidés par l'enthousiasme et la certitude que le dénouement était proche, ces soldats de l'ombre se sont dressés face au bourreau. Désobéir pour que vive la patrie, tel était leur engagement. Peu armés, mais unis. Peu encadrés, mais déterminés. Peu préparés, mais fougueux. Ils ont connu la peur, le courage et l'ardeur au service de la gloire pour faire flotter ici, en ce lieu, le drapeau de la liberté. À l'aube de cette journée du 10 juin 1944, au creux de ces arbres, nos pères firent face à l'offensive de la terreur nazie. Face au danger, ils ont dit non à la fuite, leur visage transfiguré par l'aube de la libération. Ils ont dit non aux heures sombres de notre histoire, s'engouffrant dans un combat, donnant un sens à leur mort. À 10 heures, après plusieurs heures de combat, face au chaos et à l'inéductable en déroute du maquis, tombe l'ordre tant espéré de se disperser. L'heure du moment fatal. À ce moment-là, à quoi pensaient-ils? À quoi pensaient-ils ces soldats de l'ombre, saisis d'effroi face à l'abîme de leur mort proche? Aux joies de leur jeunesse, alors écourtée par le fruit de la haine?
au dernier regard de leur père qui les avait vus partir pour sauver le pays, aux larmes de celles pour qui l'attente du retour de l'époux ou du fils sera éternelle, aux cris de détresse de leurs frères d'armes, de ses compagnons du maquis qui tentaient de se libérer de cette forêt diabolique. Les pensées de ces soldats de l'ombre sont depuis peu retracées dans un ouvrage de Pascaline Kromitchev qui nous fait revivre cette bataille. Un héros incarne cette histoire, et ce héros est aujourd'hui parmi nous, Georges Clerc, âgé de 23 ans en 1944. Raconte l'émotion ressentie, le traumatisme vécu. Blessé au cours de la bataille, Georges Clerc nous livre le témoignage poignant des derniers instants de la vie d'un homme dans une baraque de chasseurs. À travers quelques phrases vibrantes, l'âme d'Henri Parpette, un jeune Parisien âgé de 18 ans, revit. Je ne voulais pas le laisser, alors j'ai essayé de l'emporter. Il continuait de me dire de me sauver, d'aller chercher du secours. Il crevait de soif, le pauvre garçon. Derrière la baraque, il y avait un bidon avec de l'eau de pluie. J'ai trouvé une bouteille, je l'ai nettoyée comme j'ai pu, je l'ai remplie et la lui ai donnée. Ensuite, je suis parti en direction de Saint-Germain, car je connaissais mieux ce secteur, j'espérais y trouver de l'aide. Ce jeune homme m'a sauvé la vie, en me disant de partir, car lui a été pris par les Allemands. Ces soldats de l'ombre étaient saisis de l'histoire, d'une nation, du destin des peuples, de la survie de la liberté. Ce matin du 10 juin 1944, un déluge de tirs s'abattit sur la forêt. Des pluies de sang ruisselèrent sur le sol de Saint-Germain-le-Rocheux et des Sarrois. Certains tombèrent sous le feu des mitrailleuses sur le champ de bataille, d'autres connurent la torture et les pires supplices avant d'être fusillés. Les derniers, plus chanceux, réussirent à échapper aux balles de l'ennemi. Au lendemain du massacre, lorsque les femmes des villages martyrs firent face à ces corps sans vie, le silence plana. Le silence effroyable de la haine, le silence qui seul leur fait face à la mort. Un silence assassin s'élevant contre l'ennemi, comme l'évoquait Charlotte Gabuet lors d'une inauguration du monument des fusillés des Sarrois. 6 coups de feu et les Allemands reviennent en chantant leurs crimes. La France avait perdu 5 fils et gagné 5 martyrs. Aujourd'hui, nous nous inclinons respectueusement face aux 37 victimes de la forêt de Châtillon, morts en soldats sans porter l'uniforme, morts pour que vive la France. Ce massacre ne fut pas le seul sur notre territoire national. Il en rappelle d'autres. Les fusillades meurtrières d'Oyonnax, à la rafle de Nantua, des atrocités de Tulle à l'infamie d'Oradour, du sort des maquisards des Glières à l'écrasement sanglant du Vercors. Aucun de ces lieux ne doit tomber dans l'oubli, car ils sont la source même de notre liberté. En ces temps de commémoration du 70e anniversaire du débarquement en Normandie, nous célébrons la voie d'une reconquête et d'une réconciliation. Commémorer n'est jamais anodin. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'honorer la justice d'un combat mené par ces femmes et ces hommes résolus. Morts ou vivants, ces maquisards, ces forces de l'intérieur qui ont brisé les chaînes d'un État devenu esclave, d'un État clandestin, comme l'appelait Alban Vistel, dont ils furent les défenseurs. Aujourd'hui, nous commémorons la résistance dans sa pluralité. De l'appel du 18 juin 1940 au débarquement des Alliés le 6 juin 1944, s'est levée la lumière de l'espérance portée par la résistance. Cette volonté de résistance intraitable s'exprime par la voix du général de Gaulle. Seul un soldat, a écrit Léon Blum, pouvait dicter avec cette force et cette autorité des devoirs aussi simples comme le cri de la conscience. Les destins individuels ont alors forgé un destin collectif, le destin de la nation. Résister, ce fut l'expression d'une volonté, la volonté personnelle de s'engager
pour empêcher que la barbarie nazie ne triomphe sur le monde libre. Résister, ce fut la manifestation d'un refus, le refus de la fatalité, le refus de ces insoumis, révoltés face à l'infamie, injustifiable, illégitime, qui ont brisé l'ordre établi en transgressant l'interdit. Résister enfin, ce fut l'émanation de l'espoir, l'espoir de la libération pour refonder l'État, restaurer la continuité de l'histoire nationale, l'espoir d'un idéal démocratique pour que vivent les peuples et les cultures dans leur diversité au sein d'un monde pacifié. Voilà ce qu'était la résistance, qui doit demeurer un enseignement vivant pour la jeunesse d'aujourd'hui et celle de demain. Cet enseignement, c'est celui de l'engagement. Souvenons-nous de ces récits, de ces événements, de ces témoignages qui constituent des héritages imprescriptibles de notre histoire, qui sont pour nous, nos enfants et nos petits-enfants, un devoir, une exigence, une nécessité. Aujourd'hui, pour conclure, nous pouvons affirmer que la mort de ces héros n'a pas été vaine. Puisons nos ressources dans les valeurs de respect et de dignité de nos aînés, pour que jamais l'humanité ne tombe une nouvelle fois dans les abîmes de l'atrocité. Souvenons-nous de leur mémoire pour faire vivre la justice et le droit. Saluons la noblesse de ces hommes plongés dans l'horreur. Élevons leur conscience au rang de symbole de l'honneur, du courage et du dévouement pour que leur combat pour la liberté éclaire à jamais notre route. Écoutons. Le sens du message de Pierre Brossolette, le 22 septembre 1942, au micro de la BBC. À côté de vous, parmi vous, sans que vous le sachiez toujours, luttent et meurent des hommes, mes frères d'armes, les hommes du combat souterrain pour la libération. Ces hommes, je voudrais que nous les saluions ce soir ensemble. Tués, blessés, fusillés, arrêtés, torturés, chassés toujours de leur foyer, coupés souvent de leur famille, combattants d'autant plus émouvants qu'ils n'ont point d'uniforme ni d'étendard, régiments sans drapeau dont les sacrifices et les batailles ne s'inscriront point en lettres d'or dans le frémissement de la soie, mais seulement dans la mémoire fraternelle et déchirée de ceux qui survivront. Saluez-les, la gloire, est comme ces navires où l'on ne meurt pas seulement à ciel ouvert, mais aussi dans l'obscurité pathétique des cales. C'est ainsi que luttent et que meurent les hommes du combat souterrain de la France. Saluez-les, Français, ce sont les soutiens de la gloire. Vive la République, vive la France. Garde à vous. La gerbe du comité du monument de la forêt sera déposée par M. Claude Vineau, conseiller général du canton de Recé-sur-Ource, accompagné de Annie Moren, fille de Roger Ozaher, de Madame Pura Gomez, nièce de Jean Gomez, de M. Michel Mars, fils de Marcel Mars, d'Alain Chevelot, neveu de Marcel Chevelot, et enfin de Francis Becker, petit-neveu d'Albert Hébérard.
La gerbe du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre du canton de Châtillon sera déposée par son vice-président Jean-Claude Fauvarel et par M. Nicolas Schmitt, maire de Vielle-Duc. La gerbe de l'association du souvenir de la résistance du Châtillonnais sera déposée par son président, Jean-Robert Bazot, et par M. Hubert Brigand, conseiller général et maire de Châtillon-sur-Seine. La gerbe de l'association départementale du souvenir de la résistance sera déposée par sa présidente Nathalie Joly, accompagnée du colonel Favier, commandant le groupement de gendarmerie de la région Bourgogne. La gerbe du Conseil général sera déposée par son président, Monsieur le ministre François Sauvadet, et par Monsieur Alain Houpert, sénateur. La gerbe de la préfecture de la Côte d'Or sera déposée par M. Pascal Maillot, préfet de la région Bourgogne. À la mémoire de ces 37 martyrs de la forêt de Châtillon, morts pour la France, nous allons respecter quelques instants de recueillement. Aux morts!
porte-drapeau, garde à vous. Présentez. Vous présentez. Homme. Nous allons, pour terminer cette cérémonie, écouter le chant des partisans, interprété par la lyre châtillonnaise.